Salut! Suite de notre vidéo sur le sujet Hyperloop. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, sachez que c'est mieux avec, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les autres, on va miser sur la mémoire, non? Bon, ok, je fais un rapide rappel. Train trop lent et va pas à New York depuis Paris. Mais Génial Génie a solution. Train en tube. Sera pas cher, ira partout et sera green. Mais pas le temps, donc laisse l'idée aux autres. Plein d'autres y vont, mais pas la techno, donc faut du pognon. Plein. En attendant, on fait des vidéos de malades et ça fait rêver. Les décideurs emballés signent, donnent pognon et attendent. Attendent. Utilisons ce temps pour regarder si c'est faisable, faute de l'avoir fait avant de signer. Je ne vais pas aligner les chiffres et les graphiques car ce serait imbuvable, alors je vais faire ça à ma façon. Hyperloop, c'est déjà un nouveau réseau. Et oui, il faudra des tubes, beaucoup, sur des piliers, beaucoup. Mais aussi des gares dédiées, et tout ça pour relier des villes où il n'y a plus de place, ni en surface, ni dans le sous-sol. On avait abandonné l'aérotrain en partie à cause de ça, et depuis, l'occupation des espaces est bien pire, donc encore moins faisable. Outre la place, il faut aussi des budgets. Là aussi, beaucoup. Elon Musk chiffrait le coût d'une ligne à 60 à 100% de celui d'une LGV. Plus tard, des chiffres plus séduisants seront avancés. Moitié moins cher qu'une ligne ferroviaire grande vitesse. Cependant, il avouait que selon la géographie, ça pourrait quadrupler. Alors le moitié moins cher quadruplé, ça commence à faire beaucoup plus. Et on sait combien Elon a du mal avec les chiffres et les délais. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Et enfin, ça risquait de dépasser un peu le budget, car on n'avait pas la moindre idée de comment faire des aiguillages en tube sous vide et sans rupture d'alimentation. Aussi, l'idée était de faire un réseau pour chaque destination. Imaginez, vous avez 2 gares avec 10 voies chacune. Eh bien, entre elles, vous mettez 10 voies aussi, car pas d'aiguillage. De même, si 2 destinations empruntent en partie la même trajectoire, là où en train on mettrait 1 ou 2 voies, en Hyperloop, il faudra autant de voies que de destinations. Et peu importe si elles sont parallèles pendant des milliers de kilomètres, on ne sait pas faire autrement. Alors en faisant des voies à moitié moins chères, s'il faut en construire 4 fois plus, on n'a rien gagné. Et tant qu'on est sur la voie, ce n'est déjà pas simple d'aligner des rails à la perfection sur des centaines de kilomètres, alors que tout ça repose sur un sol. Mais imaginez des tubes de plusieurs mètres de diamètre, soudés les uns aux autres et fixés sur des poteaux, qui vont subir des écarts de température, des mouvements du sol, les vents des tempêtes. Sauf que quand on va projeter un mobile à 1500 km/h dedans, il ne faut pas le moindre écart, pas même un cheveu, sinon c'est la catastrophe. Et ça, sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Là où une LGV est construite au millimètre, Hyperloop aurait besoin d'une précision au dixième de millimètre. Donc au dixième sur des milliers de kilomètres. Bon là encore, c'est impossible. Bref, je suis dans la merde. Ah au fait, tout ça c'est en ligne droite bien entendu. Mais il faudra des courbes. Encore bien plus complexes à faire. Mais ce n'est rien, car le problème va aussi venir du voyageur. À moins d'un entraînement en centrifugeuse pendant des mois avant son voyage, il va très moyennement apprécier de prendre des courbes à 1000 ou 1500 km/h. Il faudra donc que le rayon des courbes soit énorme pour limiter les forces, et donc les désagréments ressentis. On parle ici de courbes d'un rayon de 50 km, pour avoir l'équivalent d'une courbe de 6 km en TGV. Sauf que ces énormes courbes, on les imagine très mal prendre place dans des pays déjà urbanisés. On peut donc imaginer une autre solution, avoir des courbes plus fortes, mais réduire la vitesse du mobile. Sauf que ça perdrait de fait grandement de son intérêt, qui est justement la vitesse, et demanderait une dépense énergétique importante pour lui faire regagner sa vitesse de croisière. Et là, je parle juste des courbes, droite-gauche. Mais il faut aussi réfléchir sur un plan, franchir des océans et des montagnes. Ok, donc niveau réseau physique, ça paraît pour le moins infaisable et impossible à rentabiliser. J'avais dit mollo, sur le destroy. Mais comme si ça ne suffisait pas, Hyperloop souffre d'autres maux. Car les tubes doivent être sous vide d'air, pour que la résistance à l'avancement soit absente, et donc gagner en efficacité énergétique. Là encore, on va se heurter à un problème d'échelle. Car si on sait faire le vide dans un volume défini et relativement limité, le faire sur des centaines ou des milliers de kilomètres, bon courage.
En fait, quand on parle de vide d'air, on parle en fait de très faible pression. Mais rien que ça, c'est très compliqué à obtenir. Il faut régulièrement des pompes afin d'évacuer les fuites éventuelles et maintenir une très basse pression régulière sur l'ensemble du trajet. Donc des alimentations et des locaux, y compris en pleine mer. On comprend sans mal que ce qu'on pourrait gagner d'un côté en retirant tout ou partie de la résistance à l'avancement sera perdu en fonctionnement des pompes servant à faire le vide. Mais ce vide va aussi poser des problèmes de sécurité. Comment fait-on si un train tombe en panne ou pire s'il est victime d'un début d'incendie? Et oui, car les voyageurs qu'il va falloir évacuer, ils vont très moyennement apprécier le vide. En fait, si les hausses de pression peuvent faire très mal, eh bien les baisses brutales aussi. Une loi de l'univers qui a d'ailleurs coûté la vie aux 4 plongeurs de la plateforme pétrolière Byford Dolphin. Nous sommes le 5 novembre 1983. Et dans quelques minutes, ils vont tous mourir. Leur boulot à eux, c'était plongeur à saturation. Comprendre rester si longtemps sous pression que le corps finit par s'équilibrer avec les gaz. Ce jour-là, ils étaient donc à 9 bars, mais une fausse manip plus tard et ils étaient à 1 bar. Du coup, 3 d'entre eux ont vu leur sang bouillir et le dernier, qui était plus proche de la source, a carrément explosé. Et tant qu'on y est dans l'évacuation, il ne faut pas oublier que nous sommes dans des tubes. Donc là encore, quid du cheminement à pied en cas de problème? Le tunnel sous la Manche est équipé pour ça de tunnels de service et de locaux refuges. Aussi, on peut sans mal imaginer qu'il faudrait un système équivalent ici. Alors adieu les jolis visuels avec un tube. Il faudrait toute une structure de plusieurs tubes et locaux. Et là, on retombe sur le système de vide. Il faut faire cohabiter des tubes sous vide avec des locaux refuges à pression normale et les faire communiquer en cas de besoin. Tout ça nécessiterait des installations dingues, et sur des centaines ou des milliers de kilomètres, y compris au-dessus des mers. Vous en voulez encore? Oui, parce que l'air qu'on enlève, il n'était pas qu'un problème, il était utile aussi. En effet, on s'en sert pour refroidir les éléments chauffants d'un train, le freinage par exemple. Il fait grandement appel à l'air pour refroidir. Et regardez bien, le disque rougit. La température va atteindre 600 degrés. Tout comme les éléments électriques, transfo et compagnie, qui chauffent en utilisation. S'il n'y a plus ou presque plus d'air, il faut d'autres systèmes de refroidissement, comme un refroidissement liquide. Là où on avait un système gratuit et simple, l'air, on doit embarquer un système complexe et onéreux, un refroidissement liquide. Encore un point, l'air est utile pour toute autre chose. Allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Mais si vous savez le truc qui passe son temps à se plaindre et qui est jamais content. Moi? Alors non, pas toi, le client. Bah oui, le client, lui, il aime bien l'air pour, par exemple, respirer. Sauf que l'air est retiré du système. Alors il faudra prévoir un autre système pour alimenter les mobiles en air. Sinon le client va encore trouver le moyen de se plaindre et de faire la grimace. Bon, on a parlé réseau, on a parlé air. Mince, reste un point, l'énergie. Et oui, tout ce bazar va demander de l'énergie, beaucoup. Entre le vide d'air et la propulsion du bidule, il va en falloir de l'électricité. On parle de 500 à 600 MW par jour et par ligne pour transporter des passagers à 600 km/h. Et comme pour une caténaire, il ne suffit pas de brancher d'un bout, il faut des alimentations réparties, donc plein le long du parcours. Solution proposée, des panneaux photovoltaïques posés sur les tubes. Bon, je passe rapidement sur le fait que la nuit et quand il fait moche, il faudra des batteries, tout plein, et des balaises, encore des locaux, encore des coûts. Mais venons-en au truc drôle. Des panneaux sur les tubes, ça veut dire adieu tube en souterrain. Donc en montagne, avec les histoires de courbes droite-gauche et en plan, tout ça, bah bon courage pour faire ça sans tunnel. Mais il y a mieux, la surface des tubes. Et oui, des panneaux, il va en falloir énormément. Sauf que les tubes sont ce qu'ils sont et ne représentent qu'une faible surface. Et donc très faible production en regard des besoins. Et la production sera d'autant plus faible que les panneaux vont s'encrasser. Sel marin, poussière. Qui va aller nettoyer 5000 km de linéaire de panneaux? Là encore, la solution est magique. Le drone. Le mot à la mode que si tu ne le places pas dans chaque phrase en ce moment, tu n'as rien compris au progrès. Oui alors, un drone qui ausculte et nettoie sur des milliers de kilomètres, et ça sans besoin d'entretien, comme changer ou recharger le système nettoyant par exemple, de façon à ne pas faire un aller-retour tous les 10 km, je ne connais pas et je ne suis pas prêt de connaître. Bon, on va regarder un dernier point, non pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais que déjà la liste me paraît assez longue et bien bloquante.
Aussi, on va admettre ici que tout ce que je viens de lister a trouvé une solution technique, et que tout ça est viable économiquement. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. C'est grosso modo ça que répondent les promoteurs du projet. La technologie progresse, on va trouver, ayez confiance. Alors j'ai mes mobiles qui vont très vite dans des tubes sous vide. Ça m'apporte quoi à moi, client, demain? Bon, ça paraît évident. Des voyages à l'autre bout du monde ou du pays en un rien de temps. C'est l'argument principal. Oui, alors non en fait. Encore. Déjà parce que le gain de temps de voyage n'est pas proportionnel à la vitesse. Ça, c'est juste des maths de niveau collège. Bon, rassurez-vous, j'ai un niveau minable aussi, mais ça passe. Les formules de calcul de distance et de temps nous disent que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. De là, on peut déduire que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. 3 x 4, 9. On applique ça à différentes vitesses pour obtenir ces chiffres. On gagne beaucoup plus de temps en passant de 10 à 110 km/h qu'en passant de 110 à 210 km/h. Et ainsi de suite. Plus la vitesse sera élevée, moins le gain sera important. Par exemple, si je faisais un trajet de 1000 km sans le moindre arrêt et à fond tout le long, depuis la première jusqu'à la dernière seconde, à 100 km/h, je mettrais 10 heures. À 300 km/h, je mettrais 3h,33. Gain de temps, 6h,66. Pour un delta de 200 km/h. Même trajet cette fois à 300 km/h. Je mettrais 3h33 et à 500, je mettrais 2 heures. Je ne gagne que 1h33 pour le même delta de vitesse. Aussi, ne pas espérer gagner un temps phénoménal à haute vitesse. Mais dans le même temps, on l'a vu, les contraintes, elles, vont prendre le chemin inverse. Il sera beaucoup plus compliqué techniquement de faire aller un mobile à 500 qu'à 300 km/h. Bon, mais admettons qu'on veuille tout de même faire cette hyperloop. Je vais bien y gagner quelque chose, non? Même un peu. Alors oui, mais non là aussi. Oui, je sais, vous allez dire que je suis négatif, et que tout ça est un procès à charge. Mais bon, les promoteurs vendent du rêve, je regarde juste si ces rêves peuvent se réaliser, et sur ce point encore, un gros problème d'échelle. Des problèmes. Un TGV, c'est 1000 places, et à plein régime, une ligne fera en moyenne 20 000 passagers à l'heure. Hyperloop, c'est en moyenne, et selon les projets, environ 35 places par rame, avec un débit d'une rame toutes les 1 à 2 minutes au mieux. Ça nous ferait donc un débit de 1400 passagers à l'heure. 20 000 d'un côté, 1400 de l'autre. Vous le voyez à présent le problème d'échelle? Hyperloop ne sera pas un transport de masse. Et d'après vous, quand seule une infime minorité peut accéder à un service ultra cher et complexe à construire, qui a des chances d'avoir le jackpot? Le maçon ou salarié du coin? Ou l'hyper riche? T'es chiant à me raconter des histoires comme ça, t'essaies de me faire pitié. T'es chiant vraiment. Bon, je vais arrêter là sur la faisabilité. Non, ce n'est pas faisable techniquement, et non, ce ne le sera pas dans un futur proche. De même, à moyen ou long terme, ce ne serait pas rentable le jour où ça existerait, et serait une niche réservée aux plus fortunés. Mais alors, on est face à quoi? Pourquoi nous vendre du rêve comme ça? Deux pistes possibles. Soit on vend du rêve inaccessible en sachant très bien que ce ne sera pas pour demain, et pas pour grand monde, mais qu'après tout, sans une part de rêve, le progrès n'avance pas. Donc on ment par omission, de façon à faire avancer les projets. Moi par exemple, je rêve devant la conquête spatiale, l'ultime frontière à mes yeux. Et je suis bien content qu'une part de mes impôts serve à la financer. Pourtant, ce n'est pas demain qu'un humain ira sur Mars. Tiens, c'est marrant, là aussi un certain Elon nous explique que si. Mais on a besoin de rêver, tous. Alors oui, on s'est laissé bercer par ces marchands de trucs en tube sans chercher à comprendre. Mais peut-être tout simplement parce qu'on a besoin de ce genre de trucs impossibles qui repoussent les frontières de la technologie afin d'avancer. Et je suis convaincu que tous les ingénieurs qui travaillent sur ces projets sont passionnés et y croient. Même si eux ont certainement une vision beaucoup plus lointaine que les commerciaux qui nous vendent le projet. Autre piste, il y a un truc qui nous échappe, une magouille qu'on ne voit pas. Bon là c'est moins poétique, car ça voudrait dire qu'on se serait fait arnaquer. Et ça, on aime moyennement, donc bien souvent, on préfère rester dans le camp des rêves. Ça fait moins mal à l'amour-propre. Aussi je vais me dévouer, continuer à rêver, moi je vais ruiner mon amour-propre et regarder ça sur un plan magouille. Demain tu me diras merci. On le disait, le principe de l'hyperloop ne date pas d'aujourd'hui. Pourtant, ils ont réussi à nous le vendre comme innovation majeure. Comment ils ont fait ça?
C'est quoi le tour de magie derrière? Eh bien, le progrès, ma petite dame, et une dose d'idolâtrie. Non, parce que par exemple la Suisse a longtemps travaillé sur le projet Suisse Métro, qui n'était pas autre chose qu'un hyperloop suisse, un maglev dans un tube sous vide. Eux en plus, ils avaient envisagé une vitesse beaucoup moins élevée, 500 km/h, avec un trajet court, 400 km, donc beaucoup plus simple à mettre en œuvre. 11 millions de francs suisses et 15 ans après, la sentence tombe. À la vue des études menées, c'est irréalisable. Alors, il est où le tour de magie qui réussit à gommer cette étude des mémoires et nous faire croire qu'Hyperloop était une idée toute nouvelle et à notre portée? Je veux la vérité! Vous n'encaissez pas la vérité! J'ai envie de vous dire que la magie reste belle tant qu'on ne connaît pas le tour. Et finir cette vidéo comme ça afin d'avoir un happy end. Mais bon, on n'est pas chez Disney, alors prenons la pilule rouge et suivons le lapin blanc. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres. Mais dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez tout simplement dans un miroir. Oui, c'est une citation d'un film. Si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Et oui, l'humain n'a pas de mémoire. Et ceux qui en ont une sont au mieux ignorés, au pire accusés de vouloir freiner le progrès. Ajoutons à ça qu'on aime rêver. Aussi, entre la frénésie d'un progrès source de tout accomplissement et de toute vérité, et la volonté farouche de nier le passé, on se laisse embarquer. Moi, tout pareil. J'ai mis quelque temps avant de redescendre du nuage et de me poser les questions, car le rêve était doux. Mais le volet technique est venu me gratouiller. Mais pourquoi on voudrait arnaquer? Et qui? Un peuple qui rêve est un peuple heureux, donc politiquement c'est intéressant. De même, aucun décideur élu ne souhaite se retrouver dans le fauteuil du boomer qui aurait remis en cause le génie génial qui promet un futur radieux, car c'est l'assurance de rater les prochaines élections. Être le politique qui casse le rêve de l'électeur, c'est bof bof. Donc ils ont plongé, tout comme nous, et se réveillent aujourd'hui, comme un lendemain de fiesta trop arrosé, avec un mal au crâne sans trop comprendre. Les projets ne donnent plus signe de vie. Les entreprises, les startups se sont envolées. Exemple à Toulouse ou dans la Vienne. Mais c'était quoi le but? Un politique qui rêve accorde des crédits, donne du poids au lever de fonds, et des fonds, ça permet de faire vivre des gens pendant un certain temps. Quelques années après, quand le parfum s'évente, alors tout ferme et on repart sur un autre secteur, avec d'autres rêves, et on recommence. Ainsi, certains vivent, font toute une carrière sur du rien bien vendu. Je parlais de magie, et ça en est, libéré par un progrès technique, celui du numérique dans le visuel. Désormais, on vous vend des projets sur des rendus numériques qui feraient rougir Hollywood. Là où avant, on aurait produit des schémas complexes et vagues esquisses au crayon. Et avec ça, on rêve vite et loin. Mais le but n'est pas uniquement financier, du moins pas aussi direct. Il est aussi stratégique. Imaginez que je sois vendeur de voitures. Mon intérêt est qu'il y ait des routes partout et que mes ventes progressent. Dans les années 1930, les réseaux de tramway aux USA ont été peu à peu abandonnés et démontés. 40 ans plus tard, le scandale était révélé. L'intense lobbying des constructeurs automobiles et grands groupes pétroliers avait travaillé à faire disparaître les compagnies de tram. Car moins de trams, c'était plus de voitures et plus de consommation de pétrole. Si la fin du tram US ne tient pas qu'à ça, il en est une des causes. Voyage dans le temps. 100 ans plus tard, si je suis constructeur auto, mon but est toujours le même, c'est-à-dire vendre plus de voitures. Les autres constructeurs sont mes concurrents, mais pas seulement. Contre l'avion, je ne peux rien. Contre le train, car oui, même si le trafic voyageurs ferroviaire est minable aux États-Unis, il tente à retrouver des couleurs à travers différents projets de lignes à grande vitesse. Moi, constructeur auto, je peux difficilement dénoncer le côté écologique du train, car justement, je fais des voitures électriques. Alors comment flinguer des projets de train sans en dire du mal? Comment faire en sorte que le train paraisse dépassé? Comment faire en sorte que les projets ferroviaires actuels soient abandonnés? Il faut leur donner un autre os à ronger, leur donner un rêve plus grand, plus haut, plus fort, et si possible, pas du tout accessible. Mais ça, on n'en parlera pas trop. Alors perso, si j'étais Elon Musk, avec ma société Tesla, j'aurais très moyennement envie de voir se développer un réseau performant de trains électriques. Et si je peux pousser une idée qui ringardise le train, j'y vais. Et il se trouve qu'en effet, c'est ce qu'il aurait avoué avoir fait. Quelle surprise! Quelle surprise! Quelle surprise! Quelle surprise! Quelle surprise! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Relancier une vieille idée, l'Hyperloop,
afin de détourner les financements du TGV californien. Et quand on regarde le projet que Musk avait proposé initialement, c'est bien un Hyperloop pour relier San Francisco à Los Angeles, soit le tracé du TGV californien, et pas autre chose. Bon, là je commence à sentir le vent du shitstorm qui arrive avec les fans d'Elon qui vont m'expliquer que non c'est génial, que non il a pas dit ou fait ceci cela, que blablabla. On en parle une fois et comme ça c'est réglé, après on n'en parle plus. La vérité est que Elon ou un autre, je m'en fiche. Moi je regarde juste le projet et qu'il ait été porté par quelqu'un qui a réussi dans plein de domaines n'est pas une garantie de réussite dans celui-là. D'autant plus qu'il n'y met pas ou peu ses propres billes. Alors, flop ou arnaque? Un peu des deux suivant les acteurs et promoteurs. Je pense que le concept de train en tube existera un jour, mais pas prochainement, et qu'il sera réservé à une caste économique dont je ne fais pas partie. Il ne remplacera jamais le train, car il ne sera jamais un transport de masse. Les différents entrepreneurs ont fermé porte, et ceux qui existent encore ont par exemple supprimé une des composantes problématiques. Vous et moi. Transpod a réorienté son projet vers des navettes de fret par exemple. Le fret n'a pas besoin d'air, ne se plaint pas des courbes, des accélérations, des freinages, n'a pas besoin d'être évacué en cas de problème. Et pour répondre à la question du titre, bah voilà, c'est à vous de choisir. Je répète, je ne doute pas que ça existe un jour quelque part, et je trouve ça très bien que des gens y travaillent. De même, je ne dénigre pas l'œuvre d'Elon Musk dans son ensemble. Il a réussi des trucs top, mais arrêtons de croire que celui qui réussit fait tout parfaitement tout le temps. De même, arrêtons de croire que le passé est l'ennemi du futur. Arrêtons de croire que le futur est immédiat, radieux et pour tous, ou à l'inverse forcément moins bien. Nous sommes tous complexes, incohérents, instables, non linéaires, et autant imprévisibles que décevants. Le futur n'est que notre reflet. Rêvons, toujours, mais écoutons de temps en temps les spécialistes, même s'ils brisent parfois un peu le rêve. La nuance, cette subtile et impalpable notion qui permet de rêver sans planer. C'est elle qu'il faut cultiver. Le rêve est beau aussi parce qu'il est inaccessible. Moi, je vais continuer à rêver. Les pieds sur terre, enfin dans le ballast, et le nez dans les étoiles. Allez, tchou-tchou les rêveurs.